Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre magazine Micro pour tous. Sur ce numéro, aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Yannick Muntadila. Il est le représentant personnel du chef de l'État, sur qui je m'en vais dire bonjour Monsieur Yannick. Bonjour Madame Boursine. Vous allez bien? Oui, je vais bien, La merci. santé, ça va? Oui, ça va très bien. Comment se porte votre santé, votre parcours politique de Monsieur Yannick? Ils peuvent retenir que je suis un militant de longue date qui lutte contre les injustices. Je suis pour le partage de richesses. Ça a toujours été ça mon combat depuis l'âge de 16 ans. J'étais militant du Parti socialiste et donc, comme je disais tout à l'heure, à l'âge de 16 ans, j'ai milité jusqu'à mon arrivée ici à Kinshasa. Sinon, j'ai vécu à Toulouse. Je suis ingénieur électrotechnicien de formation. Et je suis à Kinshasa depuis janvier 2019, où j'ai entamé un parcours à côté du chef de l'État pour l'aider à réussir son mandat. Et alors, Monsieur Yannick, pouvons-nous connaître votre parcours politique? Le parcours politique, donc j'ai été responsable de section Toulouse Nord en France au Parti socialiste. J'ai été assistant du député Gérard Bapt, député de la 3e circonscription de Toulouse Nord, président du groupe Assemblée nationale qui s'occupait de la santé, président de l'amitié franco-syrien à l'époque. Et puis j'ai été aussi militant pour l'instauration d'un état de droit en RDC, ce qui m'avait poussé de rejoindre Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, et que je tiens aussi à rendre hommage pour son combat politique, que j'ai rejoint pour lutter pour qu'il y ait l'alternance politique en RDC. Ok, alors, Monsieur Yannick, qu'en est-il des infrastructures en RDC? Ben, les infrastructures vont bon train. Vous savez, Madame Orsen, quand on est arrivé au pouvoir en 2019, on a trouvé le pays dans un état de délabrement avancé. Il n'y avait que des grands axes, comme le boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin, Triomphal, qui est inondé souvent, qu'on est en train de construire un canal pour pouvoir évacuer l'eau devant le palais du peuple et puis le théâtre, le grand musée et théâtre qui est en construction. Mais il n'y avait pas de route au Congo. On a trouvé vraiment un pays en abandon. Pas de route à Gébé, pas de route à Matete, pas de route à Lemba, pas de route à Kitambo. Et on a fait tout ce qu'on a pu, en commençant par les 100 jours du chef de l'État, que je ne dirais pas que c'était un succès total, mais quand même on a réussi à faire au moins 50% de ce qui a été prévu. Je veux être réel. Après, les restes, c'est en cours. On a fait des sauts de moutons, que vous voyez, ça a atténué un peu le bouchon au niveau des grands axes comme le boulevard et puis 24. On est en train de faire des routes un peu partout à Kinshasa. Vous avez les projets Zéro Tour, vous avez les projets Chilenjeru. Au niveau de province aussi, on a lancé plusieurs chantiers. Je vais souvent faire les suivis et les contrôles des chantiers pour le compte du chef de l'État. Je peux vous dire qu'on a engagé de grands chantiers. Le Congo est un chantier en ce moment. Il faut que les gens le sachent. Il y a des travaux un peu partout, à Bunia, à Ituri, à Kisangani, à Uvira, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa, Bandundu, Grand Bandundu, au Congo central. Et on se bat pour qu'il y ait un peu de route pour désenclaver nos villes, surtout à Mbujimayi et à Kananga. Monsieur Yannick, depuis votre arrivée au pouvoir, quelles sont les routes qui sont déjà construites et combien et puis dans quelle province déjà? Mais on a construit l'avenue du commerce qui est à côté. Ça, c'est un témoignage qu'on a bétonné. Quand on a commencé à dire Fachi Béton,
Ce sont de premières Donc, réalisations le du fait chef de de dire l'État. que Fachi Béton, c'est ce qui vous fait dire que c'est à cause de routes qui sont Oui, construites. oui, le Fatih béton, c'est le bétonnage du pays parce que les Mhm. pays n'avaient pas des infrastructures. Et le chef de l'État, dans sa vision, il a dit la première des choses, il faut des infrastructures. Sans infrastructures, il n'y aura pas de développement. Donc, on a mis le paquet sur les infrastructures. Donc, il y a l'avenue du commerce que je peux prendre par exemple, l'avenue universitaire. Vous avez l'avenue Chrétien à Kitambo. Il y a l'avenue Kikwit qu'on est en train qu'on a réhabilité, même que c'est fini. Il y a Joli Park, par exemple. Il y a la Masikita, Kwamutu. On est en train de réhabiliter la voirie urbaine qui n'a jamais existé. C'était en terre battue à Bunia, à Beni. On est en train de faire aussi des grands travaux. Aussi à Bukavu, que j'ai été récemment visiter des grands chantiers. À Goma, vers le littoral aussi, on est en train de réhabiliter la route. Voilà. Donc il y en a un peu partout. À Et GB, combien des hôpitaux, combien des écoles sont déjà construites? ben, des écoles, il y a à peu près 300 qu'on a déjà construit. Là, dernièrement, avec le chef de l'État, on était parti visiter l'école du 20 mai, si je ne me trompe pas, 4 ou 20 mai. L'école du 20 mai, c'est vers où? À Mbujimayi. Mbujimayi, ok. Ouais, on a construit cette école avec les standards, Là, vous parlez de Mbujimayi, vous parlez les de standards Mbujimayi. internationaux. Donc, c'est pour montrer un peu des exemples. Il y a des écoles un peu partout. Un peu partout. À Kinshasa, à Lemba, je vous donne les Mokengeli. Mokengeli, à Lemba, ça fait 2 ans, par exemple. À part Mokengeli? À part Mokengeli, il y a des écoles qu'on a construites à Kisenso, il y a des écoles qu'on a réhabilitées à Matete, il y a des écoles qu'on a réhabilitées à Mongafula. Il y a les universités aussi. Quand vous comptez les écoles, il y a les universités. On est en train de réhabiliter l'université de Kinshasa. Il y a une grande partie qui est déjà finie. On réhabilite IBTP, on réhabilite l'université l'UPEN. En réhabilitation et construction de nouveaux bâtiments. L'université de Bunia qui est en construction. L'université de Mbujimayi en construction, l'université de Kananga. Ça rentre dans le cadre de l'éducation. Okay. Donc c'est pour vous dire que le chef de l'État a lancé des travaux un peu partout, mais le but c'est d'arriver à terme, de finir ce chantier, et c'est mon rôle de faire le suivi pour faire le rapport. Ok. Monsieur Yannick, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé en œuvre un balai diplomatique important au sujet de l'agression rwandaise sous couvert du M23. Quelle signification accordez-vous à cette démarche? Vous savez, la situation à l'est de la RDC, c'était parmi les priorités du chef de l'État. Le chef de l'État avait dit qu'il donnerait sa vie pour que la paix règne à l'est du pays. Il a dit qu'il allait s'installer là-bas. Il a fait. On est parti à Goma pendant presque un mois. On est resté là-bas pour voir au quotidien ce que vivent nos compatriotes. Et je peux vous dire que ça lui tient à cœur. Le balai diplomatique, vous savez, le président Félix, c'est le fils du Phénix de l'Humité. C'est le fils de Tien Tshisekedi Wamulumba. C'est un artisan de la paix. Il a donné la chance à la diplomatie. Il est parti à Luanda, il est parti à Nairobi. Il aurait pu en découdre avec le M23 à Bunagana. On a cette force. Le FARDC pouvait les déloger de Bunagana. Mais on a préféré la paix, discuter avec le pays agresseur, le Rwanda et l'Ouganda, pour leur signifier qu'il faudrait qu'ils retirent leurs troupes du M23 qui ont été déchues il y a quelques années et qui ont réapparu au mois de janvier à Bunagana. Ok, là, le médiateur des Uhuru Kenyatta reste favorable au dialogue entre le gouverneur de la République et les groupes terroristes actifs à l'est de la RDC. Va-t-on cheminer vers le partage du pouvoir, le glissement par les élections en 2023? Il n'y a pas de partage de pouvoir, il n'y a pas de dialogue avec les terroristes.
Quand on parle des dialogues, c'est des dialogues qui ont été entamés avec des groupes armés congolais. Ok, il faut que ça soit bien clair. Concernant les M23, les chefs de l'État ne dialoguent pas avec des terroristes. Le chef de l'État était ferme, il leur a demandé de se retirer de nos territoires. Ok, il avait mis en place un budget presque de 500 millions pour le DDRCS. Donc il y a la démobilisation et désarmement qui se font en ce moment et ça a débuté il y a quelques années déjà. C'est une opportunité que le chef de l'État a donnée aux groupes armés. S'il y a des compatriotes congolais parmi les M23, ils savent qu'il y a cette structure qui existe pour qu'ils puissent déposer les armes et puis rejoindre les DDRCS pour qu'ils puissent réhabiliter la nation congolaise, vivre comme tous les Congolais. Mais on sait que c'est un mouvement aussi qui est soutenu par les pays voisins et la majorité des acteurs de ce mouvement, ce sont des étrangers. Donc c'est pour ça qu'on leur demande de se retirer, car il n'y aura pas de dialogue avec des terroristes. Tout ce qu'on peut leur offrir, les chefs de l'État déjà mis en place, c'est cette structure-là de démobilisation et désarmement. Ok, Monsieur Yannick, 4 ans déjà, Monsieur Félix-Antoine Tshilombo comme président. Pardon? 4 ans déjà. Oui. Monsieur Félix-Antoine Tshilombo, le chef de l'État, comme président. Quelques mots. Ben, à 4 ans, je pense que le chef de l'État a fait des choses qu'aucun président a fait jusqu'à présent. Les 4 ans, on n'y est pas, ça sera au mois de janvier, hein. Donc on est au mois de novembre. Bientôt d'ailleurs. Et là, il y a des grandes réalisations qui vont marquer la République démocratique du Congo. Je vais prendre par exemple la gratuité de l'enseignement de base. Vous savez, c'est un projet qui lui tenait à cœur parce que c'est dans la constitution congolaise. Mais personne n'a eu l'initiative de le mettre en place. Le chef de l'État l'a fait. On sait comment il s'est battu pour que ça soit effectif. Et donc la gratuité est là, partout, sur toute l'étendue du territoire. Quand j'ai fait mes déplacements pour faire le suivi de travaux, je n'hésite pas à passer dans les écoles aussi pour demander effectivement si les élèves payent, leurs parents payent des frais scolaires. Ils me disent que non. Donc ça déjà c'est un acquis que les Congolais doivent préserver. Il y a la sécurité sociale universelle qui est en train de se mettre en place. Donc les Congolais vont être protégés par cette sécurité sociale parce qu'on se rend compte que nos compatriotes n'ont pas accès à des examens chez les médecins, chez les spécialistes. C'est pour ça que le chef de l'État veut mettre ça en place pour pouvoir soigner nos compatriotes et détecter les maladies à temps. Il y a ces projets des infrastructures, ces grands projets d'infrastructures qu'on voit partout au niveau de la République. Donc ça, je peux le prouver par des images. Donc même ici, au niveau de la ville de Kinshasa, je peux montrer l'exemple ici sur la route qui nous amène à Veni-Kassavou. Vous avez bien vu que ça a été réhabilité. Donc ça, ce sont de preuves palpables. Et puis toutes les réalisations que j'ai citées, je peux prendre aussi l'exemple de Kimwenza, où on a inauguré récemment l'usine de purification d'eau potable. Il y en a pareil aussi au niveau des pompages qu'on a construit. Il y a des puits qui se mettent en place un peu partout. Les chefs de l'État sont en train de mettre des forages pour que nos concitoyens puissent avoir l'accès à l'eau potable. Je peux citer l'exemple à Ntsele, à Maluku, à Kinkole, à Mbujimayi, à Kananga, au Congo central. Et j'ai aussi quelqu'un qui s'en occupe en ce moment dans le Grand Équateur. Donc voilà, il y a plusieurs projets qui sont en place. Le bilan est-il positif ou mitigé? Non, le bilan est positif. Vous savez, s'il n'y avait pas cette guerre imposée à l'est de notre pays, vous serez déjà loin par rapport à la vision du chef de l'État. Donc je pense que le bilan est positif, mais il faudra lui laisser la chance d'avoir un deuxième mandat pour mettre en place sa vision. Il faudra. Non, oui, je pense que le chef...
C'est par imposition ou par mérite? Dites-moi. Non, non, par mérite. Il faudra laisser au chef de l'État. Non, mais je pense que c'est mérité. C'est une obligation non, ou non, c'est un mérite? Non, non, le deuxième mandat du chef de l'État est mérité parce qu'on a un bilan à défendre auprès de nos compatriotes. Il y a une vision. Vous savez, madame, l'État où on a trouvé nos phares d'essai, tout le monde le sait. Maintenant, aujourd'hui, Bana Basoda, comment on des toilettes 3 fois. Mais quand on est arrivé au pouvoir... Ce qui veut dire, quand tu dis Bana Basoda, comment on des toilettes 3 fois? Explique un peu. Non, mais pour expliquer que le chef de l'État a donné une priorité à l'armée, parce que l'État où on a trouvé nos militaires, ils ont été laissés pour compte. Les salaires des militaires ont été augmentés, les salaires de fonctionnaires, les salaires de policiers. C'est pour vous dire que c'est des choses qui tiennent à cœur le chef de l'État. Le chef de l'État a réhabilité la clinique du Kanchachi, où les militaires peuvent aller se faire soigner avec leurs familles, que ça sera inauguré récemment. Donc ça, ce sont des acquis. Les militaires, avec les projets de Bukangalonzo, avec les projets de Kanyamaka CC, ils ont quand même de quoi manger parce qu'on a nos jeunes des ex-Kuluna qui sont maintenant des bâtisseurs. Actuellement, quand vous parlez de jeunes Kuluna, voyons un peu la situation sécuritaire ici en RDC. Le phénomène Kuluna, c'est encore plus pur qu'avant. Non, non, les phénomènes Kuluna, moi... Il y a de ces plaintes, chaque fois on arrête de voir à la télé, et surtout quand il y a la pluie, c'est terrible dans le banlieue, dans des communes un peu reculées. Ça non, mais moi, apparemment, ça s'est encore empiré plus qu'avant. Quelle solution? Non, les problèmes Kuluna, c'était dû à l'impunité. Vous savez, quand un jeune fait... Il se plaint quand il n'y a pas de courant, trop dans les noirs. Trop d'exagération. En une journée, l'instabilité des courants, c'est ce qui, arrivé jusqu'à la nuit, c'est ce qui provoque trop de Kuluna, trop d'insécurité. Vous voyez un peu, je ne sais pas, quand vous parlez de... Je suis d'accord avec vous. Vous savez, c'est pour ça qu'on a entamé pas mal de chantiers, même concernant l'électricité, l'électrification de la ville de Kinshasa. On est en train de refaire des transformateurs, on est en train de refaire des câbles d'alimentation. Le chef de l'État a exigé, s'il y a un nouveau immeuble qui s'est construit, il faut que le propriétaire puisse prouver qu'il est capable de mettre un transformateur qui coûte à peu près dans les 90 000 $. On l'a exigé pour qu'il puisse lui-même transformer l'électricité parce que la SNEL n'est pas capable de lui fournir l'électricité pour alimenter son bâtiment. Donc, il doit se mettre dans les normes d'avoir un transformateur pour pouvoir supporter ses charges. Et après, le problème Kuluna, c'était dû à l'impunité. On est en train de s'en occuper. Vous savez, quand il y a un acte de délinquance, il faut qu'il y ait une punition. OK? Il ne faut pas qu'il y ait d'impunité. C'est ce qu'on est en train de lutter. Et les chefs de l'État parlaient des magistrats la dernière fois. Donc, ils sont en train de faire aussi leur travail à ce niveau parce que les gens se plaignent que quand un Kuluna est arrêté, le lendemain, il est libéré. Il faut savoir aussi que c'est dû aux victimes parce que les victimes ont peur de porter plainte pour que la police fasse son travail. Quand il y a un acte d'incivilité, il faut que la personne porte plainte pour permettre... À partir du moment où déjà il est arrêté et ressortir encore... Non, mais si un Kuluna ressort, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de plainte, ok? Pour qu'il soit poursuivi par l'État. Il y a de ceux-là qui sont même en prison centrale de Makala, mais par après on le voit encore dans voilà, c'est pour ça que les chefs de l'État... encore le trouble. Les chefs de l'État ne privilégient pas la prison. Les chefs de l'État privilégient Kanyamaka CC ou Kamanyola, l'histoire de les éduquer un peu. Parce que vous savez, il y a des Kuluna qui n'ont pas eu de base. C'est pour ça que l'éducation de base est aussi importante. C'est beaucoup de Kuluna, tu vas demander, ce sont des jeunes qui n'ont pas eu d'éducation, ils n'ont jamais été à l'école, tout ça, ils n'ont pas de base. Donc c'est pour ça que pour leur donner des bases à nos enfants, les chefs de l'État ont instauré déjà la gratuité de l'enseignement de base. Ça, c'est hyper important. On va arriver par palier jusqu'à arriver à la gratuité au niveau de l'université. Et donc, je reviens sur le phénomène Kuluna. Dernièrement, la police a été dotée de véhicules. Donc, il faut savoir, ça aussi, c'est pour lutter contre la délinquance. Mais il y aura des changements d'ici l'année prochaine. Ok, merci bien, M. Yannick. Votre message à la population congolaise, surtout à la jeunesse? Moi, ce que je peux dire à notre jeunesse, de ne pas perdre l'espoir parce que l'avènement de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au pouvoir, c'est un espoir qui est des retours par rapport à nos jeunes de la République démocratique du Congo.
le chef de l'État l'a bien dit, que c'est la jeunesse congolaise. Avoir cette masse, c'est une richesse aussi. Avoir tous ces jeunes-là, c'est une richesse. C'est pour ça qu'on est en train de réindustrialiser notre pays. On fait venir des entreprises. Vous avez vu à Kingabwa que j'ai visité récemment l'entreprise congolaise d'électromécanique. Ils fabriquent des transfos ici au Congo. Ils fabriquent des tableaux électriques. Ils fabriquent des poteaux qui vont être installés à travers notre pays dans des projets à Mujima et puis à Kananga, la route Kalambambouji. Il y a des projets dans les grands équateurs où ces poteaux seront aussi acheminés. Donc c'est pour vous dire que c'est la réindustrialisation de notre pays qui va créer le pouvoir d'achat, qui va créer des emplois pour nos jeunes du Congo. Donc je leur demande de garder l'espoir. On a ouvert plusieurs chantiers à Ituri. Il y a l'aéroport d'Ituri qui est en réhabilitation. On est en train de réallonger la piste, plus d'1 kilomètre. Et il y a la voirie urbaine qui s'est fait en ce moment. Ça s'est fait déjà ou bien Ah oui, c'est en cours. C'est des projets qui sont en cours, qui sont palpables. Les gens qui sont à Bunia, ils peuvent me témoigner, qui m'écoutent. Donc j'ai même vu des jeunes filles qui sont en train de travailler sur des chantiers. Et puis j'encourage dans ce sens les jeunes filles de Kinshasa et d'ailleurs de ne pas hésiter de faire des travaux manuels parce que c'est aussi un moyen de gagner leur pain. Donc voilà. Qui garde l'espoir. L'espoir est de retour. Des inondations à Kinshasa dans plusieurs communes, au point de coûter la vie à certaines familles. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Ben, les inondations, ce n'est pas un phénomène congolais. Okay? Je ne défends personne. Vous savez, il y a des réchauffements climatiques. Si vous regardez les infos, il y a un peu des inondations partout. Ce sont des pluies qu'on n'a pas connues avant. Mais nous, on n'a pas été préparés dans plusieurs secteurs de la ville par rapport à ces inondations. Donc, le gouverneur a été instruit par le chef de l'État de mettre les paquets pour commencer à travailler au niveau de caniveaux. Même pour des routes, maintenant, on exige des caniveaux parce qu'il y a beaucoup de routes qui ont été construites dans notre pays où il n'y avait pas de caniveaux. Donc maintenant, on exige et puis on est en train de nettoyer partout. Je ne sais pas si vous le voyez. Et au niveau de Bandal, par exemple, Kitambo, Matete, on est en train de travailler dessus. Il y a les salongos qu'on avait connus avant, que les boucoumestres... Apparemment, ça s'est stoppé. Voilà, les boucoumestres n'ont pas fait leur travail. Voilà. Les boucoumestres n'ont pas fait leur travail. Ils ont été instruits pour remettre en place ces salongos et puis de civiliser la population par rapport aux déchets. Parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes aussi qui jettent les déchets dans des caniveaux et c'est ça qui crée aussi des inondations. Mais concernant la ville de Kinshasa, il y a pas mal de travaux qui ont été entamés à l'initiative aussi du ministre des Infrastructures et des ministres provinciaux. Je peux vous dire que les choses avancent. Il y a un canal qui s'est construit à côté du stade de Martyrs. Donc à l'intérieur, là, vous voyez qu'il y a des tôles bleues. C'est en cours. Oui, ce canal est en cours. Ça va ressembler un peu au canal de la Gombe qui va permettre de récupérer les eaux de pluie qui stagnent devant le palais du peuple, tout ça. Là, nous sommes en train de chuter. Votre mot pour la population, votre dernier mot? Mais moi, je dirais à la population, surtout aujourd'hui, je parlerai à mes compatriotes de Goma, de Nord Kivu, de ne pas perdre l'espoir. Nos phares d'essai sont là. Ils sont en train de remettre en place l'état de droit. Ils sont en train de récupérer des villes de notre pays qui sont entre les mains des terroristes et du M23 soutenus par le pays voisin. Donc il ne faut pas qu'ils perdent l'espoir. La ville de Goma ne tombera pas. Donc ça, je le dis et je le répète, notre armée est là, soutenue par les forces de l'Afrique de l'Est qui se mettent en position pour combattre le rebelle du M23. Donc je peux vous dire qu'on est là, on va lutter et on va récupérer nos territoires parce que le chef de l'État a mis les paquets. Il y a des équipements qui sont là, que vous avez vus pour notre armée. On va vaincre et on va gagner cette guerre.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Yannick. C'était un plaisir pour nous de vous avoir ici aujourd'hui à cette magazine. Et notre porte est grandement ouverte pour vous. Autant de fois que vous aurez besoin de nous, nous serons à votre disponibilité. Ok. Merci pour ce moment. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC.